Bonjour et bienvenue à l'émission Toute Direction qui met en valeur les organismes et personnalités de Forestville et des environs. Aujourd'hui, je reçois Andréane Jean qui est conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec pour nous parler des différents projets qui se déroulent en ce moment à Forestville et sur la Haute-Côte-Nord. Donc, bonjour Andréane. Bonjour, merci de m'accueillir aujourd'hui. Donc, on est directement sur un des terrains d'Hydro-Québec parce qu'il y a beaucoup de projets qui se passent en ce moment ici à Forestville et sur la Haute-Côte-Nord, donc pour Hydro-Québec. Si on commence avec la ligne à 69 kV, donc c'est une ligne qui est à Forestville et qui doit être déplacée. Donc, c'est quoi l'objectif du projet? Donc, l'objectif du projet, c'est vraiment assurer une qualité de service. Ce qu'il faut dire d'entrée de jeu, c'est que la ligne à Forestville est en fin de durée de vie utile. Donc, on a profité de l'opportunité pour relocaliser la ligne, ce qui va permettre de sortir la ligne du périmètre urbain et ce qui va assurer justement une longévité, une pérennité des installations, une meilleure qualité de service parce qu'on remplace les poteaux de bois par des poteaux en acier. Donc, ces poteaux-là permettent une plus longue durée de vie. Donc, c'est un des avantages supplémentaires pourquoi ce projet-là est justifié et est en cours présentement à Forestville. Donc, il n'a pas commencé cette année, donc en 2022. Ça fait quand même en 2021 qu'il a commencé. Donc, au niveau de la phase 1, les gens ont pu observer fort probablement, les gens du secteur, la ligne, la phase 1 qui est à l'ouest de Forestville. Donc, les pylônes en acier, justement, j'en parlais dans la précédente question. Ça a été terminé à l'automne 2020. Les travaux de déboisement pour la phase 2, donc on se concentre vraiment au niveau du secteur de Forestville, quant à eux, ont débuté en février 2022. Mais évidemment, comme tu le disais, là, il y a quand même toutes les étapes préalables au projet. Donc, on parle entre autres des autorisations, des relevés, ces choses-là, ça a été fait. Donc là, on est vraiment dans la phase de déboisement. Et par la suite, il va y avoir la phase de construction et la mise en service là, qui est prévue à l'automne 2022. Donc, ces étapes-là vont se suivre pour une mise en service en 2022. Et par la suite, il va y avoir démantèlement de l'ancienne ligne. Et ça va se faire jusqu'à l'hiver 2023. Là, on peut résumer ça comme ça. Donc, la nouvelle ligne va être en service à l'automne 2022 si tout se déroule comme prévu, mais il faut quand même prévoir pour le démantèlement pour que les gens se posent la question, là, qu'il reste encore les anciens pylônes. Ça va être enlevé quand même, mais un petit peu plus tard. Donc, pour ce projet-là, c'est combien d'investissements qu'Hydro-Québec investit? Donc, quand on parle de la phase 1 et la phase 2 réunis ensemble, c'est un projet de 15 à 18 millions de dollars. Donc, quand même un projet important ici à Forestville. Et le tracé qui a été déterminé donc pour la nouvelle ligne, ça ne s'est pas fait au hasard. Là. Il y a eu beaucoup d'étapes avant. Non, exactement. Donc, le tracé a pris en considération plusieurs choses. Donc, on peut penser les infrastructures déjà existantes, la topographie du terrain, la faisabilité aussi technique pour aménager une telle ligne, donc tous les enjeux des propriétaires privés, etc., etc. Donc, il y a plusieurs choses qui sont prises en considération. Et par la suite, évidemment, avec toutes ces informations-là, on est capable de savoir quel est le meilleur tracé avec le moins d'impact. Ce qu'il faut ajouter comme information, c'est qu'on a été en étroite collaboration depuis le début du projet avec la Ville de Forestville, mais aussi avec les autres parties prenantes impactées par le projet. Donc, on les a consultés, on les a entendus, on a vraiment regardé quelle serait la meilleure solution, puis c'est comme ça qu'on a déterminé le tracé que les gens vont pouvoir observer là, au courant des prochains mois. OK. Donc, en ce moment, c'est le déboisement donc, qui est commencé. Il y a combien d'employés qui vont travailler, pas juste à cette étape-là, mais au total là, des deux phases? Est-ce que tu sais le nombre? Bien, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'équipe de projet, on est environ une dizaine, mais c'est sûr que ce pas des personnes non plus comme moi, par exemple, qui travaillent à 100 sur ce projet-là. Au niveau du déboisement, on parle d'une dizaine, puis de la construction, une douzaine. Donc, pour la phase 2 là, que je vous mentionne. OK. Puis est-ce que Hydro-Québec a besoin de sous-contractants dans ce genre de contrat-là? Au niveau du déneigement, par exemple, ça a été donné en sous-contrat, puis après ça peut être des exemples comme ça, là. OK. Donc, c'est pas seulement les employés d'Hydro-Québec, donc ça a des retombées économiques. Puis, si on parle de retombées économiques, s'il y a un projet qui me vient en tête, c'est bien la ligne Miquois-Saguenay. Donc, ça fait quand même quelques années qu'on en parle. Il y a un gros campement qui est installé à Labréville. Vraiment, c'est un gros projet qui se déroule pas juste à Forestville, mais sur le territoire de la Haute-Côte-Nord et au Saguenay. Donc, pour la Haute-Côte-Nord, ce projet-là, en quoi ça consiste, là, en gros?
Donc, la ligne Miquois-Saguenay, hein, comme on l'a dit, c'est un projet quand même que les gens ont sûrement entendu parler, Miquois-Saguenay. Donc, c'est un projet qui part de la ligne du poste Miquois plutôt et qui va jusqu'au poste Saguenay au Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est 262 km de ligne et c'est un projet qui veut assurer le maintien de la qualité du service de transport de l'énergie d'Hydro-Québec. Donc, c'est ça pour le projet de la ligne Miquois-Saguenay. On est présentement en phase de construction, donc depuis janvier 2021. Le déboisement, tous les accès, c'est terminé. Pour donner un petit peu plus de détails, qu'est-ce qu'on veut dire par construction? Là, ça peut être au niveau de l'assemblage et même le levage des pylônes. Et les prochaines étapes, ça va vraiment être plus au niveau justement du déroulage des câbles, la remise en état des lieux. La mise en service pour la ligne Miquois-Saguenay est prévue en 2023. Parfait. Donc, c'est encore un gros projet qui se déroule sur notre territoire. Il y a combien d'employés là, à la pointe des travaux qui vont avoir travaillé sur ce projet-là? Je suis désolée, je pourrais pas te donner l'information exactement. On parle de vraiment beaucoup d'employés, des centaines d'employés. Le chiffre exact, je l'ai pas avec moi, mais c'est vraiment autour des centaines d'employés, oui. Parfait. Puis au niveau de l'échéancier, donc, tu l'as dit, ça a commencé en janvier 2021, vraiment les étapes de construction. Maintenant, on en est rendu où et la mise en service est pour quand? Oui, donc... Comme je vous disais, là, on est rendu à l'étape de l'assemblage des pylônes, le levage des pylônes et par la suite, ça va être les étapes de déroulage des câbles et de remise en état des lieux. Puis la mise en service est prévue au printemps 2023. Parfait. Donc, encore un an au moins à travailler sur ce projet-là. Un projet qui, on l'a dit au départ, qui a beaucoup de retombées parce que c'est quand même beaucoup d'investissements. Est-ce que tu sais le nombre d'investissements que ça demande au complet? Bien, en fait, le coût total du projet est estimé à 1 milliard de dollars. Puis au niveau des retombées économiques, ça vaut la peine de le mentionner. Effectivement, on le sait qu'il y a beaucoup de retombées économiques régionales et locales en lien avec ce projet-là. On parle entre autres pour les biens et services, que ce soit restauration, hébergement, que ce soit la quincaillerie, le transport en vrac, etc., etc. Mais les chiffres au niveau des retombées économiques locales et régionales, on va être capable de les donner à la fin du projet. Donc, vraiment faire un rapport, puis regarder les chiffres plus en détail, être capable de voir au niveau des emplois directement dans la région, puis au niveau justement des contrats octroyés. Parfait. Donc, c'est ça. Il y a beaucoup quand même de contrats qui ont été donnés à des entreprises, soit de la Haute-Côte-Nord ou même de la région, ce qui est quand même très bien. Puis, il y a également un programme d'aide financière qui a été réalisé avec la MRC. Donc, selon les redevances que vous avez par rapport à ce projet-là, est-ce que tu peux en dire plus? Je pourrais pas vous en dire plus, malheureusement, sur ce projet-là. C'est sûr que je suis une conseillère relation avec le milieu qui a pris le projet là, quand il y a eu l'envol quand même. Donc, c'est peut-être des informations que je pourrais fournir par la suite. Si vous voulez, là, je pourrais vous les faire parvenir, mais je ne détiens pas l'information de tout ça, malheureusement. Il n'y a pas de problème. Puis au niveau justement du calendrier des travaux, est-ce qu'on a accumulé du retard au fil des mois? Parce que là, avec la pandémie, est-ce que ça a joué un rôle dans le cadre de ce gros projet majeur-là? Donc, on a accumulé effectivement quelques mois de retard, mais c'est pas en lien directement avec la pandémie. Les principales raisons qui expliquent ces quelques mois de retard, c'est entre autres le changement au niveau technique de notre choix de pylônes, puis au niveau également de tout ce qui est conception de réalisation, donc la topographie, les zones de travaux un petit peu plus accidentées qu'on aurait pu estimer au départ. Donc, c'est vraiment les raisons principales qui justifient. Puis au niveau de la pandémie, est-ce que ça a eu quand même des impacts, soit sur vos travailleurs? Vous avez dû mettre des mesures sanitaires? Bien, c'est sûr que ça a eu un impact en termes de charge de travail, de logistique, de créativité pour pouvoir assurer une continuité du chantier, des opérations, mais tout en assurant la santé, la sécurité des travailleurs puis de nos sous-contractants. Donc, c'est vraiment plus à ce niveau-là. On a mis plein de mesures en place pour s'assurer justement qu'il n'allait pas avoir d'éclosion en lien avec nos travailleurs. Mais je vous dirais qu'à ce niveau-là, ça a bien été grâce aux équipes qui ont vraiment redoublé d'efforts pour s'assurer que ça fonctionne puis que le chantier soit maintenu.
Parfait. Puis donc, le campement principal, si je peux dire, est situé à Labrie-Ville. Donc, c'est quand même assez impressionnant là, de voir un peu Labrie-Ville revivre. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur le chantier, comment c'est fait? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là? Bien, effectivement, le campement se trouve au kilomètre 90. C'est très impressionnant à voir. Là, je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment revivre la phase de construction là, de Labrie-Ville. Donc, c'est un campement qui peut accueillir autour de 300 personnes. C'est vraiment un campement très fonctionnel, bien situé pour notre chantier. Donc, c'est ça. C'est vraiment un campement qui a été aménagé pour les biens du projet de Miquois-Saguenay. Donc, Andréane, on va prendre une courte pause publicitaire. Après la pause, on va être de retour avec d'autres projets d'Hydro-Québec parce que vous avez beaucoup de pain sur la planche en ce moment. Donc, on revient après une courte pause publicitaire ici avec Andréane Jean, conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec. Nous sommes de retour après une courte pause publicitaire avec Andréane Jean, conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec pour la Haute-Côte-Nord. Donc, bonjour Andréane. Rebonjour Joanie. Donc, on était maintenant rendu à un autre gros projet pour Hydro-Québec, donc la centrale Berzemis 2, qui est en réfection ou qui sera en réfection. Donc, qu'est-ce qui s'en vient à ce niveau-là? Oui, donc le projet de réhabilitation des aménagements à Berzemis 2 peut se diviser en différents travaux. Donc, c'est un projet qui se subdivise à environ 4 travaux. Donc, la prise d'eau, le premier, est en cours présentement. Il va se terminer en 2022. Un autre travaux, donc suivez-moi là, à travers les installations. Le deuxième travaux, c'est ceux-là en centrale qui peuvent se diviser en 2 volets. Donc, on a le remplacement des vannes de garde. Donc, les vannes de garde, ça, c'est vraiment comme le robinet de la centrale qui permet d'entrer et de fermer l'eau. Et on a 5 vannes de garde à la centrale de Berzemis 2. Ils vont être remplacés à raison de 1 par année, donc sur 5 ans, de 2022 à 2026. Ces travaux-là vont débuter en avril, donc imminemment. Et le deuxième volet pour les travaux en centrale, c'est le remplacement des systèmes auxiliaires de la centrale de Berzemis 2 toujours. Donc, un autre chantier, c'est celui de la digue 2. Celui de la digue 2 est présentement en avant-projet. On prévoit un gel de concept en 2022 et on espère débuter là, les travaux en 2023. Finalement, le dernier chantier ou le dernier à vous mentionner, c'est la digue 1. La digue 1 va également avoir des travaux. Pour le moment, on est en phase d'investigation. Donc, on ne sait pas encore exactement ça va être quoi l'échéancier ni le projet en soi, mais on espère avoir l'avant-projet en 2022, débuté. OK. Et pourquoi est-ce que ces travaux-là étaient nécessaires? Est-ce que la centrale t'est vraiment rendue comme désuète ou qu'est-ce qui motive ces investissements-là? Bien, en fait, l'objectif de ces travaux-là, c'est vraiment la pérennité des installations. Tout est sécuritaire, mais c'est vraiment qu'on a fait de la maintenance pendant plusieurs années. On sait tous que les centrales de Berzemis et les aménagements, c'est quand même des aménagements pionniers au niveau des centrales hydroélectriques d'Hydro-Québec, autour des années 50. Donc là, on a fait beaucoup de maintenance, mais là, on est rendu vraiment à une étape de faire des travaux de plus grande envergure, dont ceux-ci que je vous ai mentionnés. Parfait. Donc, justement, c'est assez de grande envergure que le contrat qui a été accordé équivaut à 45 millions de dollars, c'est bien ça? Exactement. Donc, le contrat de 45 millions de dollars qui a été accordé au consortium ATA fait partie là, des travaux que je vous mentionnais en centrale et va de pair avec également un contrat qui a été octroyé à GE. Donc, c'est au niveau des travaux préparatoires, c'est au niveau des travaux vraiment centrales. Donc, je vous rappelle, remplacement des vannes de garde et remplacement du système auxiliaire de la centrale de Berzemis 2. Parfait. Donc, encore beaucoup d'investissements de la part d'Hydro-Québec. Ça va prendre beaucoup d'employés, j'imagine, pour faire ces travaux-là. Est-ce que vous avez un nombre estimé d'employés que ça va prendre? En ce moment, c'est encore dur à évaluer. On sait qu'on va avoir des besoins, ça, c'est chose certaine, mais puisqu'il y a encore au niveau des digues, comme je vous parlais un peu plus tôt, le digue 2, digue 1, que c'est en évaluation, c'est dur pour nous de dire un chiffre exact, mais chose certaine, là, il va y avoir des besoins en main-d'œuvre pour les projets à Berzemis 2 aussi.
Oui, puis donc tu le disais plus tôt, ça va se dérouler sur 5 ans. Donc ça devrait commencer en 2022. Donc en ce moment, là, c'est pas commencé, là. Donc, en ce moment, les travaux qui ont été commencés, c'est ceux-là à la prise d'eau. Puis, on a commencé les travaux à la centrale, mais pour pas rentrer trop dans les technicalités, mais les arrêts centrales vont débuter en avril. Donc, ce qui est du remplacement des vannes de gaz, ça va débuter cette année en avril, mais il y a déjà certaines choses qui ont été faites. Il y a déjà, pour vous donner un petit peu plus de détails, au niveau de la centrale de Berzimis 2, un chantier de bureau temporaire qui a été mis en place, par exemple, pour assurer justement toute la coordination puis la logistique autour des travaux de cette ampleur-là. OK. Donc, encore beaucoup de travail de votre côté. Est-ce qu'il y a d'autres projets qu'on a oublié de parler, qu'Hydro-Québec soit dans la mire pour les prochaines années ou qui sont même débutés, là? Bien, je vous dirais, juste ici derrière nous, il va y avoir des travaux au poste de Forestville. Donc, il y a des travaux de forage qui ont été réalisés en janvier de cette année. Et il va y avoir éventuellement des travaux qui vont être faits au niveau du remplacement du sectionneur. Il y a le même projet qui va être réalisé également au poste de Betty-Amite. On espère le faire en 2022, mais c'est sûr qu'on est à la merci des délais d'approvisionnement et tout. Donc, notre objectif est 2022. Ça se peut que ça glisse dans le temps, mais c'est au poste de Forestville, il va y avoir remplacement du sectionneur. Un autre projet qu'on est en train en fait, pas de réaliser, mais plutôt de réfléchir, d'analyser, c'est de voir si on va avoir des besoins au niveau de la crête déversante à Berzimis 1. Donc, ça, cet avant-projet-là va nous permettre de savoir si, en fait, on n'est pas en avant-projet, mais on est en analyse de faire l'avant-projet. Et ça nous permettrait de savoir ça serait quoi les travaux, ça serait quoi l'échéancier. Mais c'est vraiment plus à moyen terme. Oui, c'est ça. Oui, exactement. Donc, encore beaucoup de travaux qui s'en viennent de votre côté. Donc, merci, Andréane, d'avoir fait le tour avec nous de ces travaux-là. Mais avant de terminer, j'aimerais que tu nous expliques, premièrement, c'est quoi ton rôle, toi, en tant que conseillère en relations du milieu? Donc, moi, mon rôle, c'est vraiment d'assurer le lien entre Hydro-Québec puis le milieu. Donc, c'est vraiment de s'assurer qu'il y a une compréhension des enjeux territoriaux au niveau, par exemple, dans mon cas, de la Haute-Côte-Nord, quels sont les impacts des projets d'Hydro-Québec pour s'assurer que ces impacts-là, ces enjeux-là soient connus et qu'on choisisse toujours le meilleur projet pour la région. Donc, j'ai un rôle aussi au niveau des communications. Ce qu'on fait aujourd'hui, ça s'insère justement dans le cadre de mes fonctions de m'assurer que les gens savent qu'est-ce qui se passe sur leur territoire. Donc, c'est vraiment ce rôle-là que j'ai d'intermédiaire pour une porte d'entrée aussi pour les parties prenantes des municipalités sur la Haute-Côte-Nord. Là. Oui. Puis, est-ce que ça fait longtemps que tu occupes ce poste? Non, c'est depuis septembre 2021. Donc, c'est très récent. C'est récent, puis je pense que c'est la première fois qu'Hydro-Québec mandate vraiment une conseillère en relations du milieu uniquement pour la Haute-Côte-Nord. Bien, en fait, c'est ça. Avant, les projets ils étaient quand même répartis au sein de l'équipe des conseillères relations avec le milieu pour la Côte-Nord, mais d'avoir une conseillère au bureau de Forestville dédiée en Haute-Côte-Nord, là, c'est signe qu'il y a beaucoup de projets qui justifient les besoins. C'est ça, justement. Tu as beaucoup de travail à faire. Si on veut en apprendre un petit peu plus sur toi, est-ce que tu es originaire toi-même de la Haute-Côte-Nord? Non, moi, je suis originaire de la ville de Québec, mais ça fait 5 ans que je demeure en Haute-Côte-Nord, que j'ai adopté, que j'ai été adoptée par la Haute-Côte-Nord. Là. Puis c'est quoi qui t'a amené ici, là, dans notre coin de pays? Donc, initialement, c'était vraiment le travail. C'était dans le cadre d'un autre travail. Puis, de fil en aiguille, ça a vraiment été une suite de circonstances, une communauté d'accueil. Les gens ont été tellement... On a tissé des liens rapidement. Puis, les activités, ça rejoint beaucoup de choses que j'aime. Donc, ça s'est fait tout naturellement de rester puis de construire ma vie ici. Puis justement, avant ton parcours chez Hydro-Québec, tu as fait un parcours dans le monde municipal. Donc, il y a peut-être des gens qui te reconnaissent, là. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu ton parcours? Oui, donc quand je suis arrivée en Haute-Côte-Nord, j'ai travaillé initialement pour pour Explo Nature et j'étais au niveau coordonnatrice des ventes. Par la suite, je me suis dirigée effectivement à la municipalité de Tadoussac au niveau du développement économique. Puis depuis là, j'ai la fonction de conseillère en relation avec le milieu pour Hydro-Québec.
Parfait. Puis au niveau de tes études, toi, est-ce que tu as étudié dans le domaine de l'électricité? Non, surprenamment, j'ai pas fait mes études en électricité. En fait, ça peut peut-être paraître curieux, mais j'ai fait mes études en études internationales. Puis je me suis rendu compte que dans le fond, ce qui m'animait vraiment là-dedans, c'était plutôt le développement régional. Donc, vraiment, ça rejoint dans la mesure où c'est s'assurer que les régions, que les communautés, leur plein potentiel fonctionne par projet qui est structurant, qui est stratégique pour les régions. Donc, ça rejoint beaucoup de choses qui sont peut-être à plus haut niveau international, mais il y a certaines notions qu'on peut retrouver au niveau du développement régional. Effectivement, donc tu travailles vraiment un peu dans le domaine que tu as étudié, puis on est vraiment content de t'avoir accueilli ici en Haute-Côte-Nord. Donc merci Andréane de ton passage ici à notre émission. Ça nous a fait plaisir de t'accueillir, même si on est un petit peu froid, mais c'est pas grave. Donc à vous, chers téléspectateurs, je vous dis à la semaine prochaine et j'espère que je serai au show cette fois-ci.